Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de rajouter un peu quelques effets de son pour donner un peu de vie à notre scène. Donc on va tout de suite commencer par importer des sons, de simples fichiers de son, MP3, ce que vous voulez. Donc là, on a déjà un son d'ambiance, je peux vous le faire entendre là. On va essayer de l'incruster dans notre scène. Donc comme d'habitude, on va l'importer dans notre projet. Show in Explorer. Et coller le son sous le dossier asset. Voilà. Il sera automatiquement importé comme d'habitude. Et là, on retrouve notre son. Ici, on remarque que la case 3D est cochée. Ça veut dire que notre son va être utilisé sous forme de son 3D. On va voir dans quelques instants la différence entre l'utilisation d'un son 3D et un simple son 2D. Pour commencer, ce qu'il faut savoir sur les effets sonores dans Unity, c'est qu'il y a deux components qui gèrent le son. Le premier, c'est l'audio listener. Et dans une scène particulière, il y a exactement un seul audio listener. Il faut toujours faire attention à avoir un seul audio listener. Généralement, c'est un component qu'on rattache à la caméra. C'est un component qui va nous permettre de récupérer justement le son, de l'entendre. Il va faire office d'oreille pour l'utilisateur, pour le joueur en fin de compte. Et vu que le joueur regarde la scène du point de vue de la caméra, c'est donc logique de rajouter ce composant à la main camera. Et d'ailleurs, lorsque vous créez une nouvelle scène et que vous essayez de voir un peu ce qu'il y a comme composant dans la main camera, vous trouvez directement que l'audio listener y est déjà. Donc, le deuxième composant qui est important, c'est l'audio source. Donc là, on va rajouter un empty game object pour faire office d'audio source. Là, on va le renommer, par exemple, sounds. Oh, excusez-moi, ça rame un peu. Sound source 1, par exemple. Et on va rajouter, en guise de component, audio source. Donc le component audio source, comme vous pouvez le deviner à partir de son nom, c'est un composant qui rajoute à un objet, à un game object, la capacité de jouer du son, justement. Donc avec un audio source qui joue du son et un audio listener qui se rapproche de l'audio source, on se retrouve avec des effets sonores. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a notre audio source. Là, le plus important paramètre, c'est l'audio clip. C'est là qu'on va rajouter le fichier source du son, notre fichier son là. Donc là, il nous dit que this is a 3D sound, parce que là, on a configuré ce son qu'on a importé comme un son 3D. Donc si on revient à notre sound source, là on retrouve plusieurs paramètres qui permettent de muter, play on awake qui permet de lancer le son dès que la scène commence, et loop qu'on va cocher aussi qui va permettre de faire looper le son. Ça veut dire à chaque fois que notre clip se termine, il va recommencer automatiquement. Là, d'autres paramètres comme le volume. La priorité, c'est un paramètre qui va permettre d'écraser un son par un autre son plus prioritaire en cas de nécessité. Mais on va pas s'amuser à manipuler tout ça. Donc pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est cette courbe-là que vous voyez ici. En fait, cette courbe, elle indique la façon dont le son va chuter, le volume du son va chuter en fonction de l'éloignement du listener de notre scène de la source du son. Là, vous avez une petite indication de la position de notre listener, en l'occurrence, dans notre cas, c'est notre main camera, par rapport aux sources du son. Donc là, évidemment, le son, c'est carrément zéro, le volume qu'on va entendre à partir de notre position. On va voir un peu comment manipuler tous ces paramètres. Mais en premier lieu, ce qu'on va voir ici, c'est volume roll-off. C'est quelques courbes prédéfinies que vous pouvez utiliser, soit le logarithmic roll-off que vous voyez ici, ou alors linear.
c'est une dégression linéaire comme vous pouvez le voir, ou alors custom, c'est la plus flexible. Vous pouvez rajouter des keys là et manipuler comme bon vous semble, des petites tangentes que vous rajoutez et vous manipulez comme bon vous semble votre courbe. Nous, on va se contenter là d'une courbe linéaire, comme vous pouvez le voir, le cas le plus simple en quelque sorte. Et là, on a deux autres paramètres assez importants, c'est le mean distance et le max distance. Alors, c'est quoi le mean distance et le max distance? Si on dézoome là un peu et qu'on garde le focus sur notre source de son, si on augmente la mean distance, par exemple de 100, on peut voir que la première sphère qui se dessine là, elle augmente de taille. Et on remarque qu'on a deux sphères en tout. Alors c'est quoi ces deux sphères qu'on voit ici? En fait c'est simple. On a une première sphère qui correspond au rayon mean distance. Et une deuxième sphère plus grande qui correspond au rayon max distance. C'est quoi ces deux sphères min et max? En fait, lorsqu'on sort de la sphère max distance, on peut plus, lorsque notre audio source plutôt sort de la sphère max distance, on peut plus entendre du son. Alors que supposons que notre audio source rentre ici dans notre min distance, alors à partir de là, il va commencer à entendre le son, notre source sonore. Et plus il se rapproche de min distance, plus le volume va augmenter, suivant la courbe qu'on voit ici, jusqu'à atteindre ce point ici, qui correspond à max distance. Et lorsqu'on rentre à max distance, on peut voir là que le volume va être maximal. Donc, lorsqu'on est au centre de la source du son, on va entendre le son au maximum. Et lorsqu'on s'éloigne de cette source, le son va diminuer, le volume du son va diminuer au fur et à mesure, jusqu'à sortir du max distance. Et là, on n'entend plus rien. Donc c'est les deux paramètres les plus importants en quelque sorte qu'on va manipuler. Donc là, vu qu'on va faire un son pour grosso modo toute notre scène, on va augmenter un peu min distance. Attendez, on va fixer ça un peu. Augmenter un peu min distance. Là, ça devrait suffire. Et augmenter max distance pour entendre le son même lorsqu'on s'éloigne de la source. Et mettre un peu comme ça. Ça devrait suffire. Juste pour tester un peu ce que ça donne, c'est tout. Donc là, on va lancer le jeu, lancer une petite démo. Et comme vous pouvez le voir, on entend déjà le son. Et vous allez voir, au fur et à mesure qu'on se rapproche, le volume il augmente. Là, on est au maximum du son. Et lorsqu'on s'éloigne, vous remarquez que le son il diminue au fur et à mesure. C'est le principe des sons 3D. Et là, lorsqu'on sort carrément de notre sphère max distance, on n'entend plus rien. On rentre, ça augmente petit à petit. Autre propriété que vous pourrez sûrement pas voir dans cette vidéo, mais qu'il faut comprendre, c'est que la sortie audio va dépendre de la position plutôt de notre audio source dans la scène. Par exemple, supposons que notre audio source est ici. La source du son est à sa gauche, n'est-ce pas? Donc, vu que la source du son est à sa gauche, automatiquement, la sortie audio va correspondre à votre amplificateur gauche, à la sortie matérielle gauche de votre ordinateur. Et vice versa, lorsqu'on est ici, on va entendre du son sortir de l'ampli droit. Et ainsi de suite. C'est un peu le principe de répartition des sons 3D. Grosso modo, pour les sons 3D, c'est tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir faire des choses basiques. De même que pour ce son-là, on peut rajouter d'autres sources de son. Par exemple, là, on va dupliquer ça. Le nommer Source Sound 2, par exemple. Et déplacer cette source-là. Et la mettre ici, par exemple. Réduire un peu ça. Je vais vous dire tout de suite à quoi ça va nous servir, cette deuxième source. Servir un peu à mettre un son de rivière lorsqu'on se rapproche du petit lac là. Et on va tout de suite rajouter ce son là.
Là, dans nos assets, on a un autre son qui va faire office de son de rivière, riverflowing.mp3. Comme d'habitude, on va l'importer dans notre projet, la coller dans notre dossier asset. On attend un peu que ça importe. Là, on a notre nouveau source de son. On a notre fichier son qu'on va associer à cette source-là. Source 2, on y met riverflowing. Donc là, lorsqu'on teste la scène de nouveau, on va voir qu'il va y avoir deux sons. Là, on a le son principal, celui un peu son de la nature. Et là, lorsqu'on se rapproche de cet endroit, on entend très bien le son de la rivière qui est un peu fort là. Et on s'éloigne et on retrouve ce son là. C'est un peu comme ça qu'on peut répartitionner les sons 3D, avoir plusieurs sources audio comme vous pouvez le voir ici, et les répartitionner un peu dans la scène comme bon vous semble, et jouer un peu sur les distances pour manipuler les volumes, et bien sûr jouer sur les courbes. C'est grosso modo ce qu'il faut savoir. Donc jusque là on a vu l'utilité des sons 3D, mais à quoi ça peut nous servir d'utiliser de simples sons 2D? Autrement dit, à quoi ça peut servir de décocher cette case? Eh bien les sons 2D ils peuvent servir par exemple de thématique. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo, généralement il y a une musique de son, une musique de fond, une musique d'ambiance en quelque sorte. Eh bien la musique d'ambiance ça peut pas être un son 3D avec une répartition spatiale et tout ça. C'est simplement une musique qui joue comme si vous aviez un lecteur audio qui tourne en arrière-plan en quelque sorte. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va rajouter un son 2D qui va faire office de son à jouer lorsqu'on va sous l'eau. En quelque sorte, lorsqu'on plonge sous l'eau. Donc ça va être des bulles, etc. Vous pouvez l'entendre ici, underwater. Je vais vous le faire entendre tout de suite pour que vous ayez une idée. Donc vous pouvez voir que c'est un son un peu comme si quelqu'un était sous l'eau et on entend un peu des bulles, etc. C'est exactement ce dont on a besoin. Donc comme d'habitude on l'importe. Et là, contrairement à tout à l'heure, on va décocher 3D Sound et faire Apply pour que ça devienne un simple son 2D. Et comme d'habitude, on va rajouter, même dans le cas des sons 2D, on a besoin de sources audio. Donc, Game Object, ou bien tout simplement on va dupliquer ce son-là, plutôt celui-là, CTRL D. Voilà, il est dupliqué. On va renommer ça Audio Source 3 par exemple. Et on va mettre ça ici. Et là, on peut voir que ça nous dit This is a 2D sound. Donc les paramètres 3D, même si on les manipule, ça change absolument rien. Vu que notre son est un simple son 2D. Donc là, on va muter un peu les autres sons. Tout simplement muter les autres sons, carrément. Pour pouvoir entendre clairement notre Sound 3 qui est un 2D Sound dans notre scène, comment il joue malgré cette répartition particulière, comment on va l'entendre. Eh bien vous pouvez voir, quelle que soit notre position dans la scène, on entend le son très clairement. Et de la même manière, sans aucune distorsion par quelconque. C'est comme si c'était une musique qui tourne. Donc les paramètres 3D, comme je vous l'ai dit, n'ont aucune influence sur les sons 2D. Les sons 2D vont jouer carrément normalement. Donc là, vous pouvez carrément cacher cette zone-là, elle ne sert à rien. Et là, vous pouvez jouer sur ces quelques paramètres-là. Là, on a loop, play on awake, et on va rajouter mute aussi. On va le muter pour le moment et remettre les autres sons. Vous vous demandez sûrement pourquoi on a rajouté cette deuxième source sonore, qui est un simple son 2D, si on va le muter tout simplement dans notre scène. Eh bien, on va l'utiliser un peu plus tard, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour un peu simuler
l'effet de plonger sous l'eau. Lorsqu'on plonge sous l'eau, on veut entendre ce son-là à la place des autres sons. Et bien pour faire ça, on va devoir programmer un peu, mais ça va être un peu plus tard dans cette vidéo. Pour le moment, ce qu'on se propose de faire, c'est de jouer un peu sur les paramètres de rendu de notre scène. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardons un peu ça. Lorsqu'on plonge sous l'eau, là on a la surface de l'eau, et lorsqu'on plonge, eh bien plus rien. On ne voit plus la surface de l'eau, c'est comme si l'eau n'existait pas. On veut un peu y remédier et essayer de faire en sorte que lorsqu'on plonge sous l'eau, on ait un peu l'effet sous-marin là, que vous avez vu dans la vidéo d'introduction. Mais avant de passer à cette étape-là, l'étape du scripting de cette plongée sous-marine, avec le son et le rendu sous-marin, etc., j'aimerais ouvrir une parenthèse sur l'utilisation des effets spéciaux, les effets de rendu visuel, par exemple les effets de brouillard, ou le blurring, ou les rayonnements, etc. Eh bien, sachez que la version Pro de Unity vous offre plusieurs effets visuels déjà préparés, prêts à l'emploi, etc. Ce que vous voulez. Il suffit tout simplement de les importer comme d'habitude à partir des assets standards. Import package. Et là, vous avez pour le Pro Only Image Effects. C'est des effets d'image, comme je vous l'ai dit, du blurring, du rayonnement, etc. On va tout importer pour ne pas se casser la tête. Là, on a donc, comme d'habitude, sous Standard Assets, on a Image Pro Effects et on a tous les effets offerts par Unity dans sa version Pro. Donc, l'effet qu'on va utiliser dans notre scène en guise d'exemple, c'est un effet qui va permettre de simuler les rayons du soleil. Eh bien, cet effet, il s'appelle, si je ne me trompe pas, Sunshafts, celui-là. Comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est tout simplement un script, ni plus ni moins, comme d'habitude, et qu'on va appliquer dans ce cas particulier à notre caméra. Tous les effets d'image, vu que notre rendu il est fait par la caméra, ils vont être appliqués à la caméra. Donc, pour appliquer un script, comme d'habitude, on a notre main camera. On va simplement venir ici et rajouter Sunshafts à notre caméra. Donc, le paramètre le plus important dans ce script-là, c'est Shaftscaster. Et bien là, vous donnez un transform, autrement dit un simple GameObject quelconque, dont la position va servir de source de rayonnement. Donc, en l'occurrence, ici, on va essayer de mettre, si là on regarde, on va essayer de mettre un GameObject exactement à la position où on peut voir le soleil dans notre scène. Il est où ce soleil? Attendez. Là. Donc on va essayer de faire en sorte de rajouter un GameObject ici, à la position 2, pour que ce soleil soit la source de rayonnement. Le GameObject qu'on va rajouter, on va pas s'amuser à rajouter un empty GameObject alors qu'on a déjà le Directional Light. On va faire une double utilisation du Directional Light, une première utilisation qu'on utilise déjà pour l'éclairage, et la seconde, eh bien, la position de notre Directional Light, elle va servir de source justement de rayonnement. Donc notre main camera, dans notre main camera, ici on va dans le script de tout à l'heure, le Sunshaft, et on drague le Directional Light. Donc là, le Directional Light, il pointe directement vers il va servir en quelque sorte de notre source de rayonnement. Donc là, il est où notre Directional Light? Il est ici. Donc, si on essaye de se rapprocher un peu des arbres pour voir un peu l'effet que ça donne, vous pouvez voir là qu'il y a en quelque sorte des rayons qui passent à travers des branches. Mais pour augmenter un peu cet effet, on va aller à ce script même et s'amuser un peu avec ses paramètres. Donc là,
on a, comme vous pouvez le voir, la résolution. On va essayer d'utiliser une résolution normale pour pas exhausser nos ressources. Et on va s'amuser plutôt sur l'intensité. L'intensité, c'est un paramètre qui va grandement influencer justement l'intensité de ces rayons qu'on voit là. Donc là, si on réessaye à nouveau, on peut voir que c'est beaucoup plus fort que tout à l'heure, ces effets de rayonnement. Mais là, c'est pas centré avec notre soleil là. Il suffirait simplement de le déplacer un peu pour l'avoir centré. Mais bon, vous pouvez le faire chez vous comme à votre aise. Là, on va pas s'amuser avec ça. On va tout de suite plutôt passer à la suite, autrement dit au scripting de la plongée sous-marine. Là, c'était simplement une parenthèse pour vous montrer qu'on peut rajouter un grand nombre d'effets spéciaux. Là, vous les avez, les effets spéciaux. Et pour un peu vous documenter un peu sur un effet spécial quelconque, il suffit de cliquer comme d'habitude sur le petit livre là, Open Your Referential, et vous trouverez toute une doc qui va vous aider à l'utilisation du effet que vous avez sélectionné. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien pour les effets de plongée sous l'eau, on va utiliser un petit script que vous trouverez dans les assets de la formation. Il s'agit du script underwater.cs. On va donc l'importer dans notre scène, le rajouter ici, et on va essayer de voir un peu comment il fonctionne en l'ouvrant dans MonoDevelop. Ok, donc là on a notre script qu'on peut voir. Eh bien, ce script, il va avoir besoin de quelques paramètres, à savoir les effets de son qu'on va muter et l'effet de son qu'on va jouer. Souvenez-vous très bien, ce qu'on cherche à accomplir là, c'est lorsqu'on plonge sous l'eau, première chose qui se passe, c'est que les sons par défaut, autrement le son de nature que vous entendez, le son de la rivière, etc., soient tous mutés et qu'on n'entende plus que ce troisième son là, qui est le son underwater. Là, vous pouvez l'entendre. Donc, ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de rajouter un peu un effet de brouillard et une couleur bleue, etc., pour essayer de donner un peu l'illusion d'être sous l'eau, justement. On va tout de suite tester ça pour voir, pour que vous voyez un peu le résultat final, et on reviendra à l'explication tout de suite après. Donc, ce script, sachez qu'il s'applique à une caméra. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, lorsqu'on expliquera le script. Et comme je vous l'ai dit, on lui donne comme paramètre le son à jouer, autrement dit notre source 3, et les sons à muter, qui est un tableau, dans notre cas, de 2 cases uniquement. On lui donne la première source à muter et la deuxième source à muter. Là, on va le tester pour que vous voyez un peu comment il fonctionne in-game. On plonge sous l'eau et vous pouvez voir qu'on a un peu un effet sous-marin avec les rayonnements qui sont un peu forts là, etc. C'est un peu l'objectif de ce script, donner un peu l'illusion qu'on plonge sous l'eau.
Donc, pour en revenir à ce script, justement, comme je vous l'ai dit, il a besoin des sons à désactiver, sounds to mute, et du son à jouer lorsqu'on planche sous l'eau. Il a besoin aussi du niveau de l'eau, underwater level, autrement dit l'altitude à partir de laquelle on sait qu'on est sous l'eau. Lorsqu'on va au-dessous plutôt de cette altitude, on sait qu'on est sous l'eau. Là, si vous regardez un peu dans notre terrain, plutôt dans Daylight Water, vous pouvez voir que l'Y du Daylight Water, il correspond à 30. Donc à peu près le niveau de l'eau, c'est de 30 justement, de 30 unités. Donc lorsqu'on descend sous 30 unités, on sait qu'on est descendu sous l'eau. C'est un élément crucial qui va nous servir par la suite. On a ici besoin de sauvegarder en quelque sorte les paramètres par défaut, les paramètres de rendu par défaut utilisés dans notre scène pour pouvoir restaurer l'état initial lorsqu'on va au-dessus de l'eau, lorsque donc notre altitude dépasse les 30 unités. Donc, pour résumer, lorsqu'on est ici, donc notre altitude est au-dessus de 30 unités, on doit restaurer tous les paramètres par défaut, les paramètres de rendu par défaut, et aussi rejouer les sons Sound Source 1, Sound Source 2 et muter Sound Source 3. Et l'inverse lorsqu'on descend sous l'eau, autrement dit lorsqu'on passe au-dessous des 30 unités en altitude. Donc c'est ce qu'on va faire ici, dans ce code-là que vous pouvez voir. Donc, a priori, on va considérer que lorsque le script se lance pour la première fois, on n'est pas sous l'eau, donc is underwater elle est mise à false. Ensuite, la méthode start, que vous pouvez voir ici, eh bien, il va se lancer comme vous le savez déjà, dès que notre script se lance pour la première fois. On va s'en servir pour sauvegarder l'état initial de notre scène. Donc là, on va sauvegarder default fog, si jamais il y a du fog ou non dans notre scène. Le fog, c'est le brouillard. La couleur initiale du fog, la densité du fog et notre skybox initial en tant que default skybox. On va aussi associer une caméra au background de notre scène. Camera.backgroundColor reçoit un new color 0040.71. Donc souvenez-vous de ce que je vous ai dit avant concernant le background color de la caméra. C'est une couleur qui ne va s'afficher que s'il n'y a pas de skybox dans notre scène. Donc, lorsqu'on n'a plus de skybox dans notre scène, c'est cette couleur-là qui va s'afficher. Mais a priori, vu que notre scène possède un skybox par défaut, le skybox qu'on a appliqué là dans notre scène, que vous pouvez voir ici, eh bien, donc cette couleur ne va pas s'afficher en arrière-plan, a priori. Donc, dans l'update, qui est la méthode principale, la fonction principale de notre script, on va tout d'abord faire un petit test, voir la position du joueur, son altitude, donc la composante Y de sa position, voir si jamais il est sous le niveau de l'eau, autrement dit sous 30 unités. Ici on a initialisé underwater level à 30 unités comme vous pouvez le voir. Ça c'est le premier test, si jamais il est sous l'eau. Eh bien, et il y a un autre test, c'est qu'on va vérifier s'il est déjà rentré sous l'eau. Autrement dit, si is underwater, elle est mise à false. Plutôt, excusez-moi, si jamais il n'est pas déjà rentré sous l'eau. Je récapitule. Je sais que c'est un peu délicat. J'essaie de l'expliquer du mieux que je peux. Donc, on a is underwater, elle est mise à false. Donc, la première fois qu'il rentre dans ce test, il va automatiquement trouver underwater à false, donc il va l'accepter cette condition-là, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne cette condition-là, elle ne sera validée que lorsqu'on descend sous l'eau. Donc la première fois qu'on va descendre sous l'eau, il va exécuter ce bloc de code. Une fois on est sous l'eau, automatiquement is underwater, elle est mise à true. Donc la deuxième fois qu'il passe par la méthode update alors qu'il est déjà sous l'eau, il ne va plus réexécuter ce code-là, il va plutôt ne rien faire. Jusqu'à ce qu'on sorte de l'eau. Là on a exactement la condition inverse.
il faut que notre position, notre altitude soit supérieure au niveau de l'eau et que et qu'on soit pas déjà et qu'on soit déjà sous l'eau. Si on n'est pas sous l'eau, ça sert à rien d'exécuter tout ça parce que ça s'est déjà exécuté. Et vice versa. Si on est sous l'eau et que notre altitude dépasse le niveau de l'eau, eh bien on doit exécuter tout ça. J'espère que c'est compris. Donc, pour ce qui est du traitement interne à ces deux méthodes-là, à ces deux blocs-là, les deux conditions. Pour la première condition qui correspond à notre première plongée sous l'eau, pas exactement notre première plongée, mais plutôt au moment où on plonge sous l'eau, lorsque notre niveau est au-dessus de l'eau et qu'on n'est pas déjà sous l'eau. Donc, première chose, on va indiquer qu'on est passé sous l'eau, donc ça sert à plus rien de réexécuter tout ça. Ensuite, on va indiquer qu'on va utiliser des effets de brouillard. On va aussi indiquer qu'on va augmenter, diminuer plutôt la transparence de notre couleur de background à 0,6. Là, c'est les composantes red, blue, green, RGB, rouge, bleu, vert, et la composante alpha. Autrement dit, 60% pour l'alpha, 70% pour le bleu plutôt, RGB, 40% pour le vert et 0% pour le rouge. Ce qui va nous donner un peu la couleur bleue que vous avez vue tout à l'heure dans la petite démo. On va aussi fixer la densité 004F. Vous pouvez vous amuser avec le paramètre densité pour voir un peu comment ça augmente et ça diminue. Mais généralement, ça augmente d'une façon un peu exponentielle. Donc, il vaudrait mieux essayer de garder les densités faibles pour le brouillard. Et on va annuler l'affichage de notre skybox. Donc, on va faire render settings.skybox reçoit nul. Pourquoi est-ce qu'on enlève le skybox? Eh bien, pour que cette couleur puisse s'afficher. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Non, excusez-moi, pas pour que cette couleur soit affichée, mais plutôt pour que la couleur en arrière-plan soit affichée, qu'on a fixée là. Là, c'est la couleur du brouillard, qui est un peu transparente par rapport à... C'est la même couleur que notre arrière-plan, mais elle est plus transparente. C'est la couleur du brouillard qu'on voit dans notre proximité. Et là, c'est la couleur de l'arrière-plan. Pour que cette couleur d'arrière-plan soit affichée, il va falloir désactiver notre skybox lorsqu'on descend sous l'eau. Pour ce qui est des effets de son, eh bien, la première étape, c'est d'activer le son sous l'eau. Underwater sound effect.mute reçoit false. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a laissé la troisième source sonore à mute par défaut. Eh bien, lorsqu'on descend sous l'eau, elle va être démutée avec cette ligne de code-là. Et pour ce qui est des sons à muter, on va parcourir le petit tableau qu'on a ici, qu'on remplit au fur et à mesure dans notre sound to mute. C'est un paramètre qu'on a exposé, un paramètre public que vous pouvez voir là, sous forme de tableau d'audio sources. Et chaque son, on va le muter. Pour ce qui est de la sortie de l'eau, lorsqu'on sort du niveau de l'eau, on fait le travail inverse. On indique qu'on est sorti de l'eau, donc ça sert plus à rien de réexécuter tout ça lorsqu'on passe au prochain update. On reprend les paramètres par défaut qu'on a sauvegardés dans la méthode start. Et ensuite, on remet aussi notre skybox qui fait partie des paramètres par défaut. Et pour les sons, eh bien, on va muter le son sous-marin et démuter, enlever le mute qu'on a mis sur tous les autres sons. Autrement dit, c'est exactement le travail inverse de ce bloc-là. Un dernier point concernant ce script, souvenez-vous, je vous ai dit qu'on applique ce script-là à notre caméra. Eh bien, pourquoi on applique ce script-là à notre caméra? C'est tout simplement pour pouvoir tester la position du joueur par rapport à la caméra. Le joueur, il est représenté par notre caméra qui se déplace dans la scène, n'est-ce pas? Eh bien, donc, on va devoir effectuer le test de position, là que vous voyez, transform.position.y. Si c'est supérieur au niveau de l'eau ou inférieur au niveau de l'eau, on va effectuer ce test-là
par rapport à la position de notre caméra justement. Et transform, c'est un paramètre c'est une propriété qui est automatiquement associée vers une référence à l'objet, au transform de l'objet qui est lié à ce script. Donc là, lorsqu'on lit ce script à notre main camera, la propriété transform va automatiquement être remplie par ces paramètres-là, les x, y, z de ce transform-là, le transform-là. Donc lorsqu'on teste transform.position.y, on est en train de tester cette valeur-là, si elle est inférieure à 30 ou supérieure à 30. C'est tout simplement pour ça qu'on applique ce script-là à notre caméra. C'est tout pour cette vidéo concernant la deuxième formation de l'atelier gaming de l'INSAT Android Club. À très bientôt.